Le programme Vivre faible en glucides. Module d'apprentissage sur l'alimentation faible en glucides et le jeûne intermittent. Module 3, le jeûne intermittent. Les objectifs sont: comprendre le mode anabolique, comprendre le mode catabolique, comprendre l'alternance entre ces deux modes, différencier le jeûne métabolique de l'action de jeûner, l'origine du jeûne, le jeûne intermittent, déterminer ce qui peut être consommé en jeûne. Veuillez prendre note que l'écoute du module 2 sur la résistance à l'insuline est un prérequis pour l'écoute de ce module. Pour écouter le module 2, veuillez cliquer sur le lien en haut à droite. Dans le module 2, nous avons vu l'implication de l'insuline dans le syndrome métabolique et dans la résistance à l'insuline. Dans ce module, nous allons approfondir le premier outil qui permet de réduire la quantité d'insuline produite, et par le fait même, la résistance à l'insuline et ses symptômes, incluant le surpoids. Le mode anabolique, définition. La première notion à comprendre est le fait que le métabolisme humain fonctionne en alternance selon deux modes. Le mode anabolique et le mode catabolique. Une bonne compréhension de ces deux mécanismes est essentielle. Commençons par le mode anabolique. Le mode anabolique est le mode durant lequel le corps construit des choses. C'est durant le mode anabolique que le corps construit du muscle, du gras, des protéines et des cellules. C'est la phase de construction du corps. C'est une phase importante. Cependant, attention, être trop souvent et trop longtemps en anabolisme comporte des risques. Par exemple, les tumeurs croissent durant le mode anabolique. Le mode catabolique, définition. Le mode catabolique est le mode de démolition. C'est dans ce mode que le corps va détruire des choses. Durant le mode catabolique, le corps va brûler le gras, détruire les vieilles protéines en acides aminés, détruire les vieilles cellules. Ces processus de destruction sont en fait des processus de recyclage et d'utilisation des substrats précédemment stockés comme le gras. Ce sont des processus sélectifs et régulés. En résumé, les points importants à retenir sont: le métabolisme fonctionne selon deux modes. Le mode anabolique, qui est le mode nourri du corps. Le mode catabolique, qui est le mode jeûne du corps. L'alternance des modes du métabolisme. Le métabolisme alterne constamment les modes anaboliques et cataboliques. Le mode anabolique correspond à l'état métabolique nourri, tandis que le mode catabolique correspond à l'état métabolique du jeûne. Par exemple, la nuit, notre système digestif est supposé être à l'arrêt, ce qui signifie que nous sommes en mode catabolique. Le métabolisme puise dans les réserves de lipides afin de fournir l'énergie dont le corps a besoin sous forme d'ATP. Il détruit les protéines inutiles pour maintenir le bassin d'acides aminés. Il est en mode recyclage. Ensuite, lorsque nous prenons le premier repas de la journée, le déjeuner, qui signifie littéralement jeûner ou cesser de jeûner, le métabolisme passe au mode anabolique. Il est à l'état nourri.
Le métabolisme stocke l'excédent de glucose sous forme de lipides. Il fabrique de nouvelles protéines à partir du bassin d'acides aminés qu'il renouvelle à partir des protéines alimentaires. Mais, surtout, il fabrique son énergie à partir des glucides et des lipides alimentaires. En mode anabolique, le métabolisme n'a pas accès à ses réserves. Il est en mode construction. Ce dernier point est crucial à comprendre. En mode anabolique, le corps n'a pas accès aux réserves de lipides. La lipolyse, qui est l'action de faire de l'énergie avec des lipides, est inhibée. Si vous ne mangez pas suffisamment de glucides ou de lipides pour avoir de l'énergie durant la période anabolique, votre métabolisme devra passer au mode famine. Lorsque la digestion sera complétée, de 4 à 6 heures suivant le repas, le système digestif se mettra au repos et le métabolisme repassera en mode catabolique. Et ceci, jusqu'au prochain repas. C'est ainsi que le métabolisme est supposé fonctionner. Une alternance entre les modes anaboliques et cataboliques. Les deux modes étant essentiels au bon fonctionnement du corps. En résumé, les points importants à retenir sont: le métabolisme devrait toujours alterner de mode. En mode anabolique, le corps construit et stocke. En mode catabolique, le corps utilise les réserves et recycle. Durant le mode anabolique, le corps n'a pas accès aux réserves. Métabolisme, mécanisme de l'alternance. Afin de comprendre ce qui régit le passage du mode catabolique au mode anabolique, laissez-moi vous présenter mTOR. mTOR est une protéine qu'on retrouve dans les cellules du corps. Nous n'allons pas entrer dans les détails de son fonctionnement qui sont complexes et inutiles pour nous. Cependant, nous allons tenter de vulgariser son fonctionnement. Afin de se faire une image mentale de comment mTOR fonctionne, imaginez le contremaître du chantier. C'est mTOR qui régit le mode d'opération de la cellule. Il dicte à toutes les composantes le mode d'opération à adopter. C'est le maître du chantier. Lorsque mTOR est actif, le chantier est en mode construction. Le métabolisme est en mode anabolique. Lorsque mTOR est inactif, le métabolisme est en mode catabolique. En résumé, les points importants à retenir sont: mTOR est le contremaître du chantier. C'est lui qui dicte le mode d'opération du corps. Lorsque mTOR est actif, le mode est anabolique. Lorsque mTOR est inactif, le mode est catabolique. Métabolisme, contrôle du mode métabolique. Mais qu'est-ce qui active ou désactive mTOR? De nombreuses conditions peuvent activer mTOR et faire basculer le corps du mode catabolique au mode anabolique. Le passage d'un mode à l'autre s'appelle la bascule métabolique. C'est ce qui se produit lorsqu'on casse le jeûne. Casser le jeûne signifie passer de l'état métabolique du jeûne à l'état métabolique nourri. De l'état catabolique à l'état anabolique. La première chose qui active mTOR est la présence d'insuline. Ce qui signifie que dès que vous consommez quelque chose qui provoque la production d'insuline, vous cassez le jeûne. Ensuite, les acides aminés essentiels, spécialement la leucine, vont activer mTOR. Si vous consommez un aliment contenant des protéines, votre jeûne sera rompu. Le glucose active mTOR, ce qui signifie qu'une consommation de sucre lors du jeûne va doublement activer mTOR. Le glucose qui compose le sucre l'activera ainsi que la production d'insuline, qui suivra la consommation de sucre. Les cytokines, impliquées dans le système immunitaire, et certains oncogènes, activent aussi mTOR. Mais, comme vous pouvez le constater, le gras n'active pas mTOR. C'est pourquoi il est possible de consommer du gras, dans certaines circonstances, en période de jeûne, sans activer la bascule métabolique et casser le jeûne. En résumé, les points importants à retenir sont: l'alternance entre les modes s'appelle la bascule métabolique.
L'insuline, le glucose et les acides aminés, comme la leucine, activent mTOR. Le gras n'active pas mTOR. Métabolisme, l'action de jeûner versus l'état. Pour de nombreuses personnes, le mot jeûne évoque une pratique religieuse ou spirituelle et possède une connotation négative. Et pourtant, nous jeûnons tous. Vous jeûnez. À moins de manger 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, vous jeûnez. Car, dès que vous terminez de manger, vous faites l'action de jeûner. Jeûner, c'est l'action de ne pas manger. Cependant, vous n'êtes pas dans l'état métabolique du jeûne. Votre système digestif sera actif pour 4 à 6 heures pendant lesquelles vous serez en mode anabolique. Ensuite, votre système digestif passera au repos et vous passerez au mode catabolique. C'est à ce moment-là que vous serez en état métabolique du jeûne. Le jeûne est un mécanisme naturel du corps. L'humain a toujours jeûné, et ceci, pour des périodes très variables. Et c'est surtout un mécanisme essentiel du corps. Il ne faut donc pas avoir peur du mot jeûne. Bien au contraire, c'est un engrenage essentiel du métabolisme qui possède de nombreux bénéfices. En résumé, les points importants à retenir sont: jeûner est l'action de ne pas manger. Jeûner est aussi un état métabolique qu'on atteint de 4 à 6 heures suivant la fin du repas. C'est un mécanisme naturel, essentiel et bénéfique pour le corps. L'historique du jeûne. L'agriculture et la consommation des produits de l'agriculture est relativement très récente dans l'histoire de l'humanité. L'agriculture est apparue il y a 11 000 ans de cela, sur 3 millions d'années d'évolution. Avant cela, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Mais beaucoup plus chasseurs que cueilleurs. Ils chassaient le mammouth, tuaient le mammouth, et ils le mangeaient, ce qui pouvait durer quelques jours. Pendant ce temps, ils étaient en mode anabolique. Ensuite, ils retournaient chasser, ce qui pouvait prendre quelques jours. Ils étaient en mode catabolique, ils étaient en jeûne. Voilà comment nous avons évolué durant 3 millions d'années. Et maintenant, l'humain moderne, un premier repas en se levant. Une collation en avant-midi. Le repas du midi. Une collation en après-midi. Le repas du soir. Et une collation en soirée. Ce qui signifie une production d'insuline. 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 Comme nous l'avons dit précédemment, le corps reste en mode anabolique pendant 4 à 6 heures. Où est l'alternance dans un tel schéma de repas? Cette constante sécrétion d'insuline, et la perte d'alternance entre les modes anaboliques et cataboliques, est à la base de la résistance à l'insuline. Dès que le pancréas produit de l'insuline, le métabolisme passe au mode anabolique. Il stocke l'excédent de glucose sous forme de gras corporel. Si vous produisez de l'insuline 20 heures sur 24, vous stockez 20 heures sur 24. Et si vous finissez par avoir besoin de produire de l'insuline 24 heures sur 24 à cause de la résistance à l'insuline, vous ne passerez plus en mode catabolique. Vous stockerez en permanence. Il n'est pas nécessaire, et surtout, il n'y a aucun bénéfice à manger aussi souvent. C'est un mythe inventé dans les années 50. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a apporté un grand surplus de grains et céréales. L'industrie agroalimentaire s'est demandé comment elle pouvait écouler ces surplus. La barre de céréales est née, ainsi que la collation. Ce sont eux qui veulent que vous mangiez plus souvent. Demandez-vous pourquoi. En résumé,
Les points importants à retenir sont: nos ancêtres avaient de fréquentes périodes de jeûne, suivies d'une abondance de nourriture. L'homme moderne mange beaucoup trop souvent, et donc produit trop souvent de l'insuline. C'est cette omniprésence de l'insuline qui finit par provoquer la résistance à l'insuline. C'est le lobby agroalimentaire qui veut que vous mangiez aussi souvent. Le jeûne intermittent, mise en pratique. La première étape, afin de renverser la résistance à l'insuline, est de réduire la fréquence de la production d'insuline. C'est ce que nous appelons le jeûne intermittent, ou en anglais, le Time Restricting Eating. Il s'agit simplement de déterminer une fenêtre de temps durant laquelle vous pouvez manger, et une fenêtre de temps durant laquelle vous ne mangez pas, donc vous jeûnez. Par exemple, si nous reprenons le modèle de repas de tantôt avec ces 6 repas. La première étape est d'éliminer toutes les collations. Il ne faut jamais manger entre les repas. Maintenant, nous devons réduire la fenêtre d'alimentation. En général, ceci se fait en retardant le déjeuner. Notre premier objectif est d'avoir une fenêtre de nutrition de 8 heures maximale. Donc, si le souper se termine à 18 heures, alors nous déplaçons le déjeuner à 10 heures. Ce qui nous donne une fenêtre d'alimentation de 8 heures et un jeûne de 16 heures. C'est la première étape pour mettre en place un jeûne intermittent. Par la suite, l'objectif sera de passer à une fenêtre de 6 heures d'alimentation et de 18 heures de jeûne. Mais ne vous inquiétez pas. Vous ferez cette transition à votre rythme. Lorsque vous serez prêt, vous n'aurez qu'à éliminer le déjeuner complètement. De cette façon, vous mangerez 2 repas par jour dans une fenêtre de nutrition de 6 heures et vous jeûnerez pendant 18 heures. On vous a dit que le petit déjeuner est le plus important repas de la journée? Qu'il faut manger le matin pour bien démarrer la journée? C'est totalement faux. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas mangé depuis 12 heures, en théorie. Il y a donc longtemps que votre système digestif a fini de digérer votre dernier repas. Votre niveau d'insuline est à son plus bas. Vous devriez être en mode catabolique. Vous devriez puiser dans vos réserves. Si c'est le cas, que se passera-t-il si vous mangez? Vous produirez de l'insuline et vous repasserez en mode anabolique. Si vous avez un surplus de poids, pourquoi voudriez-vous faire une telle chose? Cependant, certaines personnes très résistantes à l'insuline et qui ont des niveaux élevés d'insuline à jeun peuvent avoir faim le matin. Pourquoi? Justement parce que leur niveau d'insuline est tellement élevé que même si cette personne n'a pas mangé depuis 12 heures, la quantité d'insuline sanguine n'a pas suffisamment baissé et ne permet pas l'accès aux réserves. C'est dans ce contexte qu'une béquille comme le café gras devra être utilisée. Le gras contenu dans le café fournira le substrat énergétique pour faire l'énergie du corps, ce qui permettra de continuer le jeûne et de forcer l'insuline à descendre encore plus. Le jeûne intermittent n'est pas une hypocalorie. Le métabolisme ne passe pas en mode famine. Le métabolisme ne ralentit pas. Car il y a une grosse différence entre le fait de manger un peu et de ne pas manger du tout. Quand on mange un peu, on produit de l'insuline et on perd accès à nos réserves. Quand nous ne mangeons pas du tout, on ne produit pas d'insuline, nous avons accès à nos réserves. En résumé, les points importants à retenir sont: le jeûne intermittent consiste à manger dans une fenêtre de temps prédéfinie. La première étape consiste à supprimer les collations. L'objectif est de finir par manger dans une fenêtre de 6 heures et de jeûner pendant 18 heures. Au début, les cafés gras sont des béquilles qui peuvent permettre d'étirer le jeûne lorsque nous avons faim le matin. Manger un peu et ne pas manger du tout sont 2 choses très différentes. En période de jeûne, ce qui est permis. Pour commencer, il est très important de se garder hydraté durant la période de jeûne.
exception faite pour le Ramadan, et ceci seulement pour la courte période entre le lever et le coucher du soleil, il n'est pas recommandé de faire de jeûne sec. Cette pratique met un stress inutile et injustifié sur de nombreux organes du corps humain. Il est aussi recommandé d'ajouter un peu de sel à notre eau. En effet, lors du jeûne, l'insuline sanguine diminue. Un niveau d'insuline élevé provoque une hausse du niveau d'aldostérone qui est une hormone de la recapture du sodium dans les reins. En un mot, la baisse d'insuline provoque une baisse de l'aldostérone, ce qui signifie que nous éliminons beaucoup de sodium dans l'urine. Comme nous ne stockons pas de sodium, il est important de le remplacer. Il est recommandé de consommer de 10 à 12 grammes de sel par jour, spécialement durant les périodes de jeûne. Nous reviendrons plus en détail sur le sel dans un prochain module. Le bouillon d'os est un autre excellent breuvage à consommer durant les périodes de jeûne. Qu'il soit commercial ou fait maison, c'est un excellent soutien pour les électrolytes en plus d'apporter de nombreux autres micronutriments et minéraux. Le thé, qu'il soit noir ou vert, les tisanes sans sucre et le café sont d'autres options lors des périodes de jeûne. On privilégie noir, mais il est possible d'ajouter un peu de crème au goût en fonction du contexte. Les eaux pétillantes, qu'elles soient aromatisées ou non, comme le Bubly au Québec ou le Perrier, peuvent aussi être consommées tant qu'elles ne contiennent pas d'édulcorants. Certaines personnes vont s'étonner que le bouillon d'os ou qu'un peu de crème dans le café soit permis. N'avons-nous pas dit que les acides aminés activent mTOR? Si oui, la balance métabolique sera activée? En effet, le bouillon d'os et la crème contiennent des acides aminés. Cependant, le profil d'acides aminés et la faible quantité n'est pas suffisante pour casser le jeûne. En ce qui concerne la crème, la très faible quantité ajoutée à un café n'est pas suffisante non plus. Regardons ce qui n'est pas permis. Évidemment, il n'est pas permis de consommer quoi que ce soit de solide. Le jeûne serait brisé. Pour commencer, il faut éviter le plus possible les édulcorants. Bien que les édulcorants n'aient pas de pouvoir sucrant, certains d'entre eux peuvent provoquer une réaction d'insuline, car le cerveau peut penser que du sucre a été consommé à cause du goût. Ensuite, le goût sucré peut provoquer la faim. Les différents édulcorants ont tous des effets potentiels qui ne sont pas compatibles avec le jeûne. Il vaut donc mieux les éviter. Ce qui fait que nous devons éviter tous les sodas diète et toutes les boissons contenant des édulcorants. Il faut aussi éviter l'alcool en période de jeûne. Le métabolisme très spécifique de l'alcool associé à l'état métabolique du jeûne rend beaucoup plus sensible à l'alcool et provoque des symptômes d'ébriété très rapidement. Nous donnerons plus de détails dans un prochain module. En résumé, les points importants à retenir sont: l'hydratation, le renouvellement des électrolytes est très important en période de jeûne. Nous pouvons boire du café, du thé et du bouillon d'os. Un peu de crème peut être ajouté. Les eaux gazeuses, aromatisées ou non, peuvent être consommées tant qu'elles ne contiennent pas d'édulcorants. En jeûne, on ne consomme pas d'édulcorants ou d'alcool. Jeûne intermittent, patron de jeûne. Il existe différents patrons de jeûne intermittent. Ils sont nommés en fonction du nombre d'heures de jeûne et du nombre d'heures de la fenêtre d'alimentation. Nous avons le 16-8 pour 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures d'alimentation. En général, les gens vont consommer 3 repas dans ce patron. Ensuite, le 18-6 pour 18 heures de jeûne et une fenêtre de 6 heures d'alimentation. En général, les gens vont consommer 2 repas dans ce patron. Il y a aussi le 24 heures, qu'on appelle aussi le 23-1, ou plus fréquemment le OMAD, qui signifie un repas par jour. One meal a day. Les 2 premiers patrons peuvent être appliqués tous les jours de la semaine et ceci, en continu. En ce qui concerne le 3e, son utilisation est particulière. Il y a 2 règles qui régissent le 24 heures. La première est que, si la décision de ne manger qu'un repas par jour vient de la tête, alors, il ne faut pas faire plus de 3 OMAD consécutifs.
La deuxième est que si la décision vient de l'estomac, alors on peut faire autant de OMAD que notre corps réclame. Lorsqu'il aura besoin de plus, il le réclamera. Que signifie « c'est la tête qui décide » ? Simplement que si vous décidez de faire OMAD non pas parce que vous n'avez pas faim pour ne manger qu'un seul repas par jour, mais bien pour essayer de briser un plateau de perte de poids, par exemple, c'est la tête qui décide. Mais si vous arrivez à midi, et vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas faim, et qu'ensuite, vous mangez au repas suivant parce que vous avez faim, et que cette situation se reproduit plus de 3 jours de suite, alors, c'est l'estomac qui décide, car vous n'avez pas faim pour manger plus d'une fois par jour. Ce qui nous emmène à parler de la faim en période de jeûne. Il y a la faim psychologique et la faim physiologique. La faim psychologique est l'envie de manger. Il peut y avoir de nombreuses raisons d'avoir envie de manger. Par exemple, au début, les gens ont envie de manger simplement parce que c'est l'heure du repas. La faim physiologique est une faim commandée par le métabolisme. Le métabolisme va produire différentes hormones telles que la gréline, qui enverront le signal au cerveau de manger. Cette situation peut se produire parce que votre corps manque de substrat énergétique ou bien qu'il est en carence d'un micronutriment essentiel. La faim physiologique est comme une vague. Elle va et elle vient au courant de la journée. C'est normal. En général, cette faim dure quelques minutes puis elle s'estompe. Comment gérer la faim? Une règle simple. Lorsque la faim se présente, la première étape est d'attendre 30 minutes. En général, la faim passera. Si la faim ne passe pas après 30 minutes, on prend un breuvage. Un verre d'eau avec du sel, un café ou une eau gazeuse. Et on attend un autre 30 minutes. Et si la faim est toujours présente, après l'attente d'une heure et la consommation d'un breuvage, alors on casse le jeûne. Un dernier point sur les patrons de jeûne. Afin de garder le métabolisme sur le qui-vive, il vaut mieux varier de temps à autre les patrons de jeûne. Par exemple, nous pouvons faire 5 jours de 18-6, ensuite un OMAD, ensuite un 16-8 de 3 repas, et repasser au 18-6 à 2 repas. En résumé, les points importants à retenir sont: il existe 3 principaux patrons de jeûne intermittent. Le patron le plus fréquent et le plus optimal est le 18-6. Cependant, le meilleur patron est celui qui vous convient en maximisant la fenêtre de jeûne. Il y a 2 types de faim: la faim psychologique et la faim physiologique. Lorsque nous sommes tiraillés par la faim, attendre un 30 minutes est souvent suffisant. C'est maintenant la fin du module 3. Il est maintenant temps de mettre en pratique ce que vous avez appris et implémenter le jeûne intermittent. C'est un outil puissant qui vous permettra de réduire votre production d'insuline et ainsi renverser votre résistance à l'insuline. Maintenant que vous allez réduire la fréquence de la production d'insuline, nous allons nous attaquer à la quantité d'insuline produite lors des repas. Ceci passe par une réduction des nutriments qui provoquent une forte production d'insuline, les glucides. C'est ce que nous aborderons dans le prochain module, l'introduction à l'alimentation faible en glucides.